Folks, everybody who's out there, who's logged in already, thank you very much to be with us. This is our annual Social Science Festival. This is a third presentation already. We kicked off this morning. So today I'm very pleased and delighted to welcome our next presenter, Agnès Gruda, who for about 30 years now has been covering international politics, whatever's in the international realm, who's an analyst. She's also an editorialist now for La Presse. Again, it's a great delight to have her with us to speak to what she's going to talk about with our theme of community. The talk will be in French, everybody, but that doesn't mean that at the end, when the Q&A or the question and answer period is opened, that doesn't mean that you can't ask your questions in English. As you'll see, given the restrictions and how things are working, instead of being here in the auditorium live and in person, we're doing this through Zoom webinar, and the only way you'll be able to ask questions is through the Q&A in written form as opposed to verbally. Okay, so without any further ado, I'm going to transfer things over to Madame Gruda. Allez-y, c'est à vous, Madame. Oui, bonjour tout le monde. C'est un peu bizarre de ne pas voir à qui je parle. Hein. J'aurais vraiment préféré être là en personne et vous voir. Mais bon, merci d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité à venir vous parler de ce... en fait, le titre de ma présentation, c'est « Les anges sans ailes ». J'imagine que si je vous voyais devant moi, je verrais si vous... nos anges gardiens, le terme « nos anges gardiens » vous dit quelque chose. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Je vais commencer, je vais parler de réfugiés et puis de leur rôle ici, en fait, et de demandeurs d'asile et comment est-ce que ce qu'ils pourraient nous apporter et ce qu'ils nous apportent déjà. Donc, la photo que vous voyez là sur l'écran partagé, c'est une photo qui a été prise il y a à peu près 3 ans, en été 2017, à une époque où il y avait eu un afflux de demandeurs d'asile. Je vais vous expliquer le contexte dans lequel ça s'est produit. Donc, une autre photo du même voilà, ça s'était passé même l'hiver précédent. Il y a des gens qui commençaient à venir par la frontière américaine vers le Canada et 90% de ces passages se sont faits par Roxham Road, qui est un passage en Estrie, en fait, pas très loin de Montréal. Bon, je voulais vous dire quelques mots sur moi. Donc, comme Ara vous a dit tout à l'heure, moi, je travaille à la presse depuis plus de 30 ans et je pense que c'est plus près de 35 que de 30 parce que les années passent et on ne les compte pas toujours. Et donc, au fil des années, je dois dire que je me suis toujours intéressée à cette question des migrations et des demandeurs d'asile, des réfugiés, tout ça. J'ai couvert beaucoup de ce qu'on appelle des crises de réfugiés. Cette photo-là, je l'ai prise avec mon téléphone en 2015 en Croatie. Ceux parmi vous qui suivaient l'actualité à l'époque, vous vous rappelez peut-être qu'il y a à peu près 1 million de demandeurs d'asile qui étaient en route vers le nord de l'Europe, en passant, avaient quitté la Turquie vers la Grèce et ensuite en passant par les Balkans jusqu'en Allemagne et dans des pays nordiques. Donc ça, c'est une des crises que j'ai couvertes et qui m'avait beaucoup d'ailleurs touchée. J'ai rencontré des gens formidables. Et cette deuxième photo, c'était en 2017, il y a 3 ans, sur un bateau qui n'existe plus aujourd'hui, mais c'est un bateau qui allait au secours des demandeurs d'asile qui quittaient la Libye dans des pneumatiques complètement déglingués et très dangereux et qui allaient à leur rencontre pour les ramasser. Donc, j'avais passé 10 jours sur ce bateau pour aller rescaper des réfugiés de la mer, finalement, des naufragés souvent. Et c'était également aussi un événement que j'ai couvert qui m'a beaucoup touchée et appris beaucoup de choses.
Voilà, ce que j'ai appris, j'ai aussi couvert d'autres crises de réfugiés. J'ai rencontré des réfugiés au Liban, dans des pays africains, ailleurs. Moi, ce que je retiens de ça, c'est personne ne quitte son pays sans une bonne raison. Je ne sais pas qui vous êtes et quel est votre background. Peut-être qu'il y a parmi vous des enfants de réfugiés, peut-être qu'il y a des gens qui sont venus au Québec parce qu'ils ont fui leur pays. Mais ça, j'ai la profonde conviction que pour quitter un pays, le plus facile, c'est de rester chez soi et c'est ce que la plupart des gens veulent. Quand on quitte son pays, c'est parce que ça devient intenable et invivable en général. Alors, le chemin Roxham, on a appelé ça au Québec la crise des demandeurs d'asile. On a vraiment traité ça comme un gros événement. Donc, je vais vous faire un peu le contexte historique, pas si historique parce que ça fait pas si longtemps, mais donc en 2017-2018, il y a 37 000 demandeurs d'asile qui sont passés par ce chemin qui n'est pas le chemin régulier, qui contourne en fait le poste frontalier normal pour entrer au Canada. Et ça représente 90% des demandeurs d'asile de cette vague-là au Canada. Donc, la plupart, la vaste majorité, sont passés par le Québec et sont passés par le chemin Roxham. Maintenant, pourquoi à ce moment-là? Il faut se rappeler, bon, vous vous rappelez tous sans doute ce qui est arrivé en novembre 2016 aux États-Unis. Il y a eu une élection présidentielle et on a eu l'arrivée de ce fabuleux personnage qu'est Donald Trump en novembre 2016. Très rapidement, il a instauré des politiques anti-migrants et ça s'est traduit de différentes façons, des interdictions d'arriver sur le sol américain et tout ça, mais ça touchait aussi des gens qui vivaient depuis longtemps aux États-Unis et notamment 60 000 Haïtiens qui bénéficiaient d'un statut temporaire après le séisme de 2010. Vous vous rappelez peut-être qu'il y avait eu un énorme tremblement de terre en Haïti en 2010. Beaucoup d'Haïtiens ont quitté, se sont retrouvés aux États-Unis et pendant 6 ans, ils ont pu renouveler leur statut de séjour, leur droit de travail et tout aux États-Unis. Et là, Donald Trump est arrivé et il a dit, c'est fini, retournez chez vous. Vous allez devoir retourner chez vous. Donc, il y a eu beaucoup d'Haïtiens qui sont effectivement arrivés au Canada à ce moment-là, par ce fameux chemin Roxham, parce qu'ils craignaient d'être déportés aux États-Unis. Et donc, quand j'ai couvert aussi cet événement-là pendant plusieurs semaines, et c'était vraiment beaucoup de gens qui disaient, écoutez, ça fait X, 6, 7, 8 ans que je voyage partout, et puis là, je ne veux pas retourner en Haïti, j'ai peur de retourner en Haïti. Je vais vous raconter après des histoires plus personnelles, là, mais... Et d'ailleurs, ils ont eu raison parce que le 21 novembre 2017, donc le gros là, de l'arrivée de cet afflux de demandeurs d'asile s'est passé en été 2017 et en novembre 2017, Trump a effectivement fait perdre le statut temporaire aux exilés haïtiens qui se sont retrouvés dans un état de précarité puis menacés d'expulsion en Haïti. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que tous ces gens-là passaient par un chemin qui n'est pas un chemin régulier? Pourquoi est-ce qu'ils ne se présentaient pas directement à la frontière pour aller faire une demande d'asile aux autorités canadiennes directement au poste frontalier? Donc là, je vais vous faire une autre mise en contexte historique. En 2004, donc ça fait 16 ans de ça, le Canada et les États-Unis ont signé ce qu'on a appelé une entente sur le tiers pays sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un demandeur d'asile qui se présente à la frontière canadienne, en partant des États-Unis, depuis les États-Unis, va se faire dire, ben regarde, les États-Unis, c'est un pays où tu es en sécurité. Nous, on n'a aucune obligation pour te recevoir chez nous. Et on te dit merci, bonsoir, revire de bord et rentre aux États-Unis. C'est surtout une route à sens unique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les États-Unis pour venir au Canada, mais très peu qui passent par le Canada pour aller vers le sud. Donc, le Canada, grâce à cette entente-là, a eu le droit de refuser des gens qui se présentaient à son poste frontière.
Maintenant, il y a beaucoup de gens qui contestent cette vision des États-Unis qui serait un pays sûr, pour les raisons que vous pouvez imaginer, parce qu'ils traitent super mal les migrants en général, les demandeurs d'asile en particulier. Donc ça, c'est le contexte, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui disaient, mais ce sont des immigrants illégaux. En fait, je vais parler un peu de terminologie tout à l'heure, un peu plus tard, mais ils sont plus, en fait, ils entrent de façon irrégulière parce qu'ils ne peuvent pas rentrer d'une façon régulière. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait, des fois, l'ont fait à leurs dépens. Comme ici, vous avez Mamadou. C'était un des incidents très touchants qui sont arrivés pendant cette vague de demandeurs d'asile. Donc, sur la photo, je recule, sur la photo, vous voyez un officier de la GRC qui s'appelle Bernard Vandal et Mamadou Sanogo, qui est un Ivoirien de Côte d'Ivoire qui a essayé de passer d'abord de façon régulière et ensuite de façon irrégulière et qui a failli y laisser sa peau parce qu'il faisait très froid, il a failli mourir et c'est le policier que vous voyez sur la photo qui lui a sauvé la vie. Et ils ont même tenu une conférence de presse ensemble. Donc, dans la nuit du 4 au 5 mars 2017, il faisait moins 15, il était 2 heures du matin. Mamadou Sanogo avait fui la guerre civile en Côte d'Ivoire dans les années 2000, 2006, je crois. Il travaillait comme chauffeur de taxi à New York et puis, après que Trump a été élu, il recevait de plus en plus de visites de policiers ou d'agents du gouvernement qui lui disaient, parce qu'il avait des permis de travail renouvelés. Et là, on le menaçait de ne plus les renouveler. Ne connaissant pas les lois canadiennes, il a décidé de se présenter d'abord à la frontière canadienne de façon légale. Il s'est fait virer de bord. Il est revenu de façon illégale en longeant tout simplement la route 87 et il s'est effondré. Il a vraiment failli y laisser sa peau. Donc, c'est pour dire à quel point les gens sont prêts à tout pour fuir les États-Unis qui ne sont plus du tout un pays sûr en fait. Alors, autour de août 2017, il y a eu tellement de gens qui sont arrivés à Montréal, en fait, depuis le chemin Roxham, qu'on ne savait plus où les héberger et on avait ouvert un centre d'hébergement d'urgence au Stade olympique. Et j'avais fait un reportage là-bas, j'avais rencontré 3 personnes sur lesquelles j'ai écrit. Il y avait ils sont tous, en fait, présentés sous des faux noms parce qu'ils avaient peur que ça entache leur demande d'asile. Il y avait une femme dans la trentaine avec sa fillette de 16 mois plusieurs d'entre eux étaient passés par le Brésil d'abord parce qu'il y avait beaucoup de jobs au Brésil pour les Haïtiens. À un moment donné, quand il y a eu le boom économique au Brésil, après ça, au Brésil, l'économie a piqué du nez et ils ont décidé d'aller aux États-Unis et puis ils ont fui, bon, de la manière que je vous ai expliqué tout à l'heure parce qu'ils avaient peur de se faire déporter en Haïti. Et ce qu'ils avaient en commun, ces trois personnes-là, c'est vraiment une peur panique de retourner en Haïti. Il y avait entre autres non pas Michel, c'est Richard qui était venu aux États-Unis avec son fils qui avait été blessé dans le tremblement de terre. Il a réussi à le faire soigner, mais il ne voulait pas retourner en Haïti, entre autres parce que les Haïtiens qui ont voyagé à l'étranger sont considérés comme des personnes très riches et ils se sentent exposés, en fait. Bon, comment on appelle ces nouveaux arrivants? Je vous ai dit que c'était important de nommer, les mots sont importants dans tout ce débat sur les demandeurs d'asile, les réfugiés et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'un réfugié? Un réfugié, c'est quelqu'un qui a obtenu son asile politique dans un pays, qui est reconnu comme ayant fui pour des bonnes raisons, un pays où sa vie était en danger, où sa situation était dans une situation extrêmement précaire. Donc, tant qu'on n'est pas reconnu comme réfugié, et chaque pays a sa façon de donner le droit d'asile, on est demandeur d'asile. On est aussi migrant puisqu'on se déplace. Et on peut être un migrant sans statut parce que notre statut n'est pas encore tranché. Mais on n'est pas des migrants illégaux. Et moi, je me suis vraiment battue contre ces termes-là qu'on a beaucoup entendus parce que franchir la frontière pour faire une demande d'asile, c'est un droit. Les gens ont le droit de faire une demande d'asile et en contournant la frontière, on ne commet pas un acte criminel. On fait en fait
c'est comme une contravention au code de la route, disons. Ce n'est pas plus grave que ça en termes de gravité de l'infraction, si vous voulez. Donc, on a des migrants irréguliers, on a des gens aussi sans papier, donc qui sont en attente de statut, ou bien tout simplement des migrants en situation très précaire. Chacun, ils n'ont pas les mêmes droits, évidemment, que les citoyens, et ça se décline de différentes façons. Donc, pendant que d'un côté, on avait cette crise aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump puis des politiques très défavorables aux migrants, à ce moment-là, en plein mois d'août 2017, alors François Legault, qui est aujourd'hui premier ministre, il était à l'époque dans l'opposition et en voyant, parce que c'était très dramatisé, on voyait des photos, des vidéos de gens qui franchissaient la frontière. C'est comme des images d'invasion, là, où ça avait cette allure-là. Et François Legault avait dit, le Québec ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On ne sera jamais capable, notre marché de l'emploi ne pourra jamais absorber tous ces gens. Alors qu'on le sait aujourd'hui, on est en pénurie de personnel dans beaucoup de secteurs névralgiques, là. Donc, en octobre 2018, la CAQ, dirigée par François Legault, est élue. Et la CAQ a un discours aussi anti-immigration. On veut réduire le nombre d'immigrants, c'est une de leurs politiques. On veut augmenter ce qu'ils appellent les immigrants économiques, donc qu'on choisit en fonction de leur diplôme et tout ça. Donc, il y a en été 2019, ils présentent cette réforme et à un moment où, pourtant, il y a des pénuries vraiment criantes de préposés aux bénéficiaires, entre autres. Déjà, à l'époque, le gouvernement avait investi 15 millions pour recruter 30 000 préposés aux bénéficiaires en 5 ans. Et bon, la pandémie nous a montré qu'il aurait fallu agir beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Moi, j'ai fait quelques reportages avec ces gens-là, ces demandeurs d'asile passés par Roxham. Entre autres, à un moment donné, ils ont perdu le droit d'envoyer leurs enfants dans des CPE. Et ça a créé une situation absurde parce que tous ces gens-là veulent travailler. Il n'y a personne que j'ai rencontré qui avait envie de s'asseoir et de ne rien faire du tout. Ils cherchent tous frénétiquement du travail, mais j'ai rencontré plusieurs femmes qui me disaient, moi, je veux faire une formation, je veux travailler, mais je ne peux pas parce que je ne peux pas faire garder mon enfant. Faire garder mon enfant me coûterait plus cher que ce que je pourrais gagner. Donc, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que plusieurs de ces femmes, surtout, aspiraient à faire une formation de préposés aux bénéficiaires. C'est une formation, et ce n'est pas étonnant en fait, parce qu'elles étaient sûres d'avoir un emploi. Et c'est une formation qui ne prend que 6 mois. Donc, en 6 mois, on est sûr de pouvoir travailler dans le pays d'adoption, le Québec. Et quand la pandémie a commencé, j'ai repensé à ces femmes-là et je me suis dit, mon Dieu, parmi ceux que maintenant François Legault appelle les anges gardiens, donc ces gens qui risquent leur vie pour soigner des personnes malades en CHSLD, bien, il y a sûrement plusieurs de ces femmes que j'ai rencontrées 3 ans plus tôt qui ont fini leur formation et elles attendent d'avoir leur papier, elles les ont eus ou pas, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre elles qui font partie de ces anges gardiens. Et effectivement, il n'y a pas eu que des femmes. Je vous présente quelques-uns de ces anges gardiens. L'histoire de Marcelin François a vraiment beaucoup fait toucher les gens quand mon collègue Yves Boisvert a écrit sur lui. Donc, c'était un homme originaire d'Haïti qui a fui vers les États-Unis, puis vers le Canada, comme tous ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il avait 40 ans. C'était un opérateur de machinerie la semaine et un préposé aux bénéficiaires les week-ends. Comme je vous ai dit, les gens travaillent très, très fort pour se refaire une vie. Et il avait aussi une femme qui était aussi préposée aux bénéficiaires et 2 enfants. Leur demande d'asile politique a été rejetée. Leur recours humanitaire était tout en voie d'échouer, en fait. Et cet homme-là, bien, il a attrapé la COVID et il est mort de la COVID le 14 avril 2020.
Moi, j'étais au printemps, j'étais déjà à l'éditorial. Et devant ces histoires-là, et sachant, et j'ai parlé avec quelques-unes de ces personnes dont le statut n'était toujours pas régularisé, et j'écoutais les discours en même temps de François Legault qui disait « Ah, les anges gardiens, ils sont formidables ». J'ai parlé avec plusieurs personnes dans la communauté haïtienne et j'en ai déduit qu'il y avait au moins 1500 à 2000 haïtiens, surtout, mais aussi des Nigérians et quelques autres nationalités, qui travaillaient qui risquaient leur vie dans les CHSLD et leur santé, alors qu'ils risquaient d'être expulsés du Canada et du Québec. Et j'avais lu à l'époque sur le Portugal qui, lui, au moment où la pandémie a commencé, a immédiatement régularisé le statut de tous ces migrants en attente de statut pour des raisons de santé publique, surtout, notamment. Donc, j'ai écrit un éditorial le 2 mai. S'il y a intérêt, là, je vous enverrai quelques articles par la suite, ainsi que cette présentation, si vous le souhaitez, là. Donc, pour poursuivre cette historique-là, j'ai écrit un article pour demander la régularisation du statut de tous ces anges gardiens venus d'ailleurs. Et ça a pris du temps. Il y a eu un mouvement qui s'est créé. Et Ottawa, à un moment donné, s'est dit prêt à régulariser le statut de ce qu'on appelle les travailleurs essentiels. Il faut évidemment définir qui est essentiel, qui ne l'est pas. En juin 2020, donc en juin dernier, Radio-Canada publie une nouvelle selon laquelle le Québec est d'accord pour qu'on régularise ces gens, mais seulement ceux qui appellent les anges gardiens, donc les préposés qui étaient directement en contact avec des patients. Ça exclut des gens comme celui que je vais vous présenter maintenant, Sami Idriss Moussa. Sami Idriss Moussa est un Tchadien. Il a quitté son pays en 2018. Il a 24 ans. Et lui, il ne travaillait pas comme préposé aux bénéficiaires, mais comme gardien de sécurité. Sa demande d'asile n'avait pas été acceptée ici. Il travaillait fort et tout. Et quand il a vu qu'il était question de régulariser la situation des personnes sans statut ou en attente de statut, il était très heureux. Il était sûr qu'il serait dans ce groupe, étant donné qu'il transportait les corps, entre autres, des malades à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. C'est là qu'il travaillait. Mais comme gardien de sécurité, il accueillait des gens qui parfois n'étaient pas contents, qui pouvaient s'approcher de lui. Il transportait les corps de gens morts de COVID. Il surveillait l'ascenseur. Bref. Mais lui, il a été exclu du programme de régularisation et aux dernières nouvelles, il était en danger de déportation. Un autre, Mamadou Konaté, lui, il a fui la Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Québec en 2016. Il travaille comme préposé à l'entretien en CHSLD. Il a contracté la COVID, mais lui aussi est exclu du programme de régularisation, et lui aussi est détenu en attente de renvoi. Donc, on peut se dire, enfin, clairement, le travail qu'il faisait le mettait à risque, et puisqu'il a attrapé la maladie, et il y a une sorte d'ingratitude puisqu'il ne peut pas faire partie du groupe de personnes qui pourront rester ici. Donc, je vais revenir à M. Konaté. Et donc, une des questions qui s'est posée, on a beaucoup posé la question aux représentants du gouvernement de François Legault. Quels sont leurs critères? Pourquoi certaines personnes ont le droit d'être régularisées? Et en passant, pour l'instant, il n'y a personne qui a été régularisé parce que ça traîne et ça prend du temps. Mais pourquoi, aux yeux du Québec, parce que les autres provinces et le gouvernement fédéral étaient d'accord pour régulariser tous ceux qui avaient contribué, dans le fond, à répondre à la COVID. Et les réponses n'ont jamais été claires. C'était des réponses du genre c'est parce qu'on veut juste les anges gardiens, c'est parce qu'on veut juste les anges gardiens, puis on veut juste des gens qui étaient en contact direct avec des malades et tout ça. Et en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'on voulait accepter des gens, mais le moins possible. Voilà, en gros, c'est de ça que je voulais vous parler. Si ça vous intéresse, je vous enverrai cette présentation avec quelques liens pour en savoir plus.
récemment, dans la presse, Louise Arbour, qui est une ancienne juge de la Cour suprême, je ne sais pas si vous la connaissez, ou qui a aussi été juge à la Cour pénale internationale et qui a récemment travaillé sur un pacte sur les migrations de l'ONU, de l'Organisation nationale des Nations unies, et elle a écrit un texte co-signé avec François Crépeau, qui est aussi un juriste spécialisé dans les migrations. Et eux, leur thèse, c'est qu'il faut régulariser tout le monde. Les gens qui sont ici, d'abord parce qu'on en a besoin, parce que tout l'Occident et tous les pays du Nord sont aux prises avec des pénuries de personnel. Et c'est un peu fou de renvoyer de chez nous des gens qui pourraient répondre à nos besoins économiques et sociaux aussi. Donc, ça, il y a un pacte qui a été signé en 2018 pour revoir, en fait, tout le concept des migrations et enlever un peu cette séparation entre migrants économiques et demandeurs d'asile, parce que le demandeur d'asile, une fois qu'il reçoit l'asile politique dans le pays qu'il accepte, ben, il devient un migrant économique en quelque sorte, parce qu'il apporte quelque chose à l'économie. Et ça, il y a énormément d'études qui montrent que les migrants en général, les immigrants en général et les réfugiés, les demandeurs d'asile contribuent énormément à l'économie. Même le taux de chômage dans certains secteurs sont moins élevés que celui des Canadiens ou Québécois de souche. Si vous voulez en savoir plus, juste un contexte général, on vit actuellement une période de très, 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 très grande migration. Il y a 80 millions de personnes déplacées. Ça inclut les déplacés internes à l'intérieur de leur propre pays, mais aussi des déplacés, ceux qui doivent fuir leur pays. Et c'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je joins ici un lien avec des statistiques du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui est une ressource très importante dans ce domaine. J'ai ajouté aussi l'Organisation mondiale pour les migrations, qui est une autre source dans ce domaine, si ça vous intéresse d'aller plus loin, ainsi que un article sur ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui pour moi est peut-être une solution à un certain nombre d'enjeux qui sont posés par les immenses migrations aujourd'hui. Mais donc, si ça vous intéresse, vous irez fouiller là-dedans. Alors, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si, Ara, vous voulez embarquer? J'arrive, je réactive mon caméra, ça ne sera pas long. Et voilà. J'y suis. Bon. Très intéressante présentation, très touchante en fait. Donc, the floor is open for questions. Attendees, you could use the Q&A function, type out a question. I encourage you. This is like a very fascinating, important, very highly timely, relevant topic of discussion, given the current context that we're living. I'm sure there's a few of you that might have some interesting questions that you'd like to ask. So I'm waiting on the board for some questions, I can answer in English if necessary. Yes, questions can be asked in English or French and answered in English or French, so feel free, right? On a une question. La question, vous avez eu la chance de renouveler les liens avec les personnes qui ont traversé à Roxham? Donc, quelqu'un qui vous demande si vous avez eu une chance de renouveler les liens avec ces personnes-là. Quelle intéressante question. Écoutez, dans le métier que je pratique, on garde parfois des liens, mais souvent, on ne garde pas de liens parce que ça va tout simplement trop vite et on voit tellement de gens et c'est pas... Mais il y a une famille avec laquelle j'ai développé des liens en 2017 que j'ai perdu depuis... je les ai suivis pendant 2 ans, je dirais. Et c'est une famille yéménite. Donc là, je ne vous ai pas parlé d'eux. J'ai des belles photos de cette famille, mais je ne vous ai pas parlé d'eux parce que leur histoire était vraiment très particulière. Ils avaient fui l'Arabie Saoudite. Ils venaient du Yémen. Ils travaillaient en Arabie Saoudite comme beaucoup de gens du Yémen.
la situation au Yémen s'était vraiment dégradée. Ils n'avaient plus le droit de... en fait, le gouvernement de l'Arabie saoudite fermait plusieurs métiers aux étrangers, un après l'autre. Donc, ils ont vu qu'ils n'avaient plus d'avenir en Arabie saoudite. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Ça va peut-être vous intéresser, mais cette famille-là a traversé, donc est arrivée aux États-Unis avec par avion, en fait. Et parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un visa de tourisme pour les États-Unis que pour, à l'époque en tout cas, que pour le Canada. Mais c'est plus facile d'obtenir l'asile politique au Canada qu'aux États-Unis. C'est ce qui expliquait parfois aussi que des gens passent par les États-Unis parce qu'ils peuvent y aller en avion comme touristes, avec un visa de tourisme, et après, alors que le Canada est très, très, très fermé aux touristes de plusieurs pays, notamment arabes, là. Et eux, ils sont ensuite passés par la frontière. Ça a été très... moi, je les ai rencontrés quand Yasser, le mari, avait rejoint sa femme qui avait traversé toute seule avec ses 2 enfants en bas âge. Et ils essayaient d'apprendre le français. Ils ont fait des cours de français. Ils n'avaient rien. Quand je suis arrivée chez eux, ils habitaient dans Montréal-Nord et ils couchaient par terre sur des draps. Ils n'avaient absolument rien. Et il se trouvait que j'avais une amie dont la mère venait de décéder, puis il y avait plein de meubles. Donc, on avait fait des livraisons de meubles, on les a un peu meublés. Et c'était vraiment une famille extraordinaire, pleine et ils travaillaient. Donc, et aussi, ça montrait les dilemmes des nouveaux arrivants dans un pays comme le Canada. C'est que Yasser, lui, c'était un gars brillant, vraiment, et très débrouillard. Il s'était tout de suite trouvé un emploi, d'abord dans une usine de viande, après dans une autre usine et tout ça. Mais il voulait en même temps faire ses cours de français. Mais il avait une famille avec 2 jeunes enfants. Donc, il prenait des cours de français et après, il travaillait, il essayait de conjuguer tout ça. Mais souvent, le besoin de gagner de l'argent pour faire vivre sa famille fait en sorte que les gens lâchent les cours de la francisation parce qu'ils ne sont pas capables de mener les 2 de front. Ça fait... Mais bref, quand nos contacts se sont estompés, dans les derniers contacts que j'ai eus avec eux, ça allait bien. Ils avaient tous les 2 travaillé, la mère, le père travaillaient, les enfants allaient à l'école, et les enfants commençaient déjà à traduire le français vers les parents. Donc, ils avaient déjà pris de l'avance sur les parents, comme c'est toujours le cas d'ailleurs. Hein. Mais sinon, c'est ça. C'est pas facile de suivre chaque personne qu'on rencontre, évidemment, parce que chacun a ses défis, là. Mais cette famille-là m'a beaucoup marquée par leur détermination à vraiment s'installer. C'était drôle d'ailleurs parce que la dernière fois que je les ai revus, c'était l'hiver, et ils avaient commencé à faire du ski, puis vraiment, ils voulaient être des vrais bons Canadiens. Merci. Moi, j'avais une question pour vous, Madame Gruda. Oui, en fait, j'aimerais peut-être que, de votre part, ce que vous en pensez, jaser à propos, comme utiliser le cas de ces gens-là pour parler un peu de la perception de ce qu'est la communauté au Québec, comment les Québécois perçoivent la communauté, qui est inclus, qui est exclu sociologiquement en termes de société. Comment on traite la question de la communauté au Québec? Bon, évidemment, c'est le cœur de votre sujet et moi, je vous ai raconté que des histoires. Alors, je vais essayer d'y aller plus en analyse à ce moment-là. Écoutez, moi, je ne pense pas que que le Québec soit extrêmement différent d'autres provinces canadiennes ou d'autres pays. Maintenant, de toute façon, les demandes d'asile sont traitées par le gouvernement fédéral. Et donc, je ne... Bon, ce qui arrive, c'est que la première chose qui me frappe, c'est qu'on connaît très mal ce que signifie être un demandeur d'asile, ce que ça implique, quels sont les critères pour obtenir l'asile, quels sont les droits dont on dispose avant que notre statut soit réglé. Donc, d'ailleurs, je vous rappellerai que sous le gouvernement de Stephen Harper, à un moment donné,
Longtemps, les demandeurs d'asile avaient le droit de travailler. Ils avaient le droit de travail. Stephen Harper, qui avait des politiques anti-migration, leur avait enlevé ce droit-là. Et ce que ça a fait, c'est qu'à ce moment-là, ça a refoulé les demandeurs d'asile ça les a marginalisés. Et j'imagine que c'était un peu pour qu'ils ne s'intègrent pas dans la société, parce que quand on travaille, on s'intègre dans la société. Mais ensuite, ça n'a pas fonctionné. Il a été obligé de leur redonner le droit de travailler parce que, évidemment, quand ils n'avaient pas le droit de travailler, ils se retrouvaient sur l'aide sociale et ce n'était pas nécessairement mieux économiquement. Donc, je pense qu'il y a différentes catégories de migrants. Les demandeurs d'asile, ce que je trouve dommage, et je ne vais pas faire une catégorie le Québec, mais ce que je trouve dommage, c'est que dans les discours politiques, souvent, et c'est peut-être ça mon point principal, on présente les demandeurs d'asile comme un poids pour la société. Ils vont arriver ici, ils nous demandent la charité et nous, on aimerait mieux avoir d'autres immigrants qui performent plus et qui apportent plus économiquement, alors qu'au lieu de faire la charité aux demandeurs d'asile. Et ça, c'est présent ici, mais c'est présent ailleurs aussi. Alors qu'on vit une période où... donc, c'est ça. Donc, on voit... excusez-moi si je vais un peu dans toutes les directions, mais on voit que les politiques migratoires, on pense que les meilleurs immigrants, ce sont ceux qui ont certains diplômes, qui répondent à nos besoins, qui vont être, à une certaine époque, c'était les soudeurs parce qu'on avait des pénuries de soudeurs, ou bien des gens qui ont des formations universitaires, etc. Alors que les demandeurs d'asile qui arrivent ici peuvent répondre aussi, et ils le font à des besoins économiques, même s'ils n'ont pas ils ne correspondent pas aux critères de ce qu'on estime être des emplois qui ont besoin d'être pourvus chez nous. Donc, cette distinction-là, moi, me dérange beaucoup parce que ça donne l'impression que le Québec ou le Canada ou bien d'autres pays occidentaux qu'on fait de la charité, alors qu'on a désespérément besoin de gens pour travailler dans les CHSLD, pour travailler dans toutes sortes d'emplois, pour occuper toutes sortes d'emplois qui n'exigent pas une énorme formation, mais où on a besoin de gens qui sont débrouillards. Et puis, souvent, les demandeurs d'asile sont très débrouillards puisqu'ils ont réussi à quitter leur pays puis à se rendre jusqu'à chez nous. Ils ont surmonté beaucoup d'épreuves. Donc, j'ai l'impression de ne pas répondre vraiment à votre question, mais c'est vraiment le principal chose qui me dérange, c'est qu'on fait cette distinction entre ceux qui vont faire partie de notre communauté, ce sont ceux qui correspondent à certains critères préétablis, alors que les autres qui viennent ici, qui sont prêts à faire une formation de 6 mois et occuper des emplois extrêmement difficiles, eux, le discours public est formulé de telle façon comme si on leur donnait la charité. Donc, il y a ça. Après, il y a toute la question à quel service ils ont droit. Donc, par exemple, quand on exclut les demandeurs d'asile, donc les demandeurs d'asile sont en attente de savoir quel sera leur sort, n'est-ce pas? Mais ils travaillent en attendant. Quand on les exclut de certains services comme les garderies, on les met dans une catégorie à part. Et ça, ici, le Québec est particulier, quoique le Québec est la seule province qui a des CPE comme ça. Donc, et aussi, il y a d'autres anomalies où il y a des enfants, par exemple, qui sont exclus des services médicaux. Mais là, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup, ce qui joue, c'est eux et nous. Il y a ces nouveaux arrivants, il y a ceux qu'on a choisis, donc ils vont être des bons immigrants, et ceux qu'on n'a pas choisis, donc ce ne sont pas des bons immigrants, et on leur fait la charité. Ça, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup. Merci beaucoup. En fait, vous avez répondu à la question assez efficacement. Moi, j'ai trouvé une réponse, en tout cas. Bon, ben merci beaucoup, parce que j'avais l'impression d'aller un peu autour, mais bon. Non, pas du tout. Écoutez, il y a un de nos participants qui nous demande, trouvez-vous que la langue française est une barrière pour les immigrants au Québec à cause de la pression ou des pressions gouvernementaux?
Que ça complique, ben, ça dépend d'où viennent hein, les immigrants. Mm. Beaucoup d'Haïtiens parlent déjà, par exemple, le français. Donc, pour certains, ça peut être ça peut faciliter. Écoutez, est-ce qu'en France, la langue française est une barrière pour les immigrants? Oui, mais ce n'est pas tous les immigrants qui parlent anglais. La langue anglaise peut aussi être une barrière quand on arrive aux États-Unis d'un pays hispanophone. Donc, non, je ne pense pas. Pas plus qu'ailleurs. En fait, la difficulté, je dirais, c'est que souvent, un immigrant ou un demandeur d'asile arrive au Québec a déjà une petite connaissance de l'anglais. Dans beaucoup d'emplois, on lui demande de parler et l'anglais et le français. Donc, je dirais que l'obligation d'un bilinguisme en plus de sa langue natale, c'est plus ça qui pose un problème, je dirais, qui rend l'immigration au Québec plus difficile parce que c'est ce qu'on dit aux gens, c'est apprenez le français, avec ça, vous allez vous débrouiller, mais souvent, le marché de l'emploi peut envoyer le message contraire et parfois, les gens se disent, je voudrais quand même apprendre l'anglais au cas où. Ils ne sont pas obligés de rester au Québec, ils pourraient aller ailleurs au Canada. Donc, il y a apprendre deux langues en même temps, qu'on cherche du travail, puis qu'on découvre une nouvelle société, ça peut être beaucoup. Mais le français en soi, moi, je fais partie des gens qui ne trouvent pas que le français est particulièrement plus difficile que d'autres langues. Ça dépend d'où on vient aussi. Parce que, par exemple, pour tous les hispanophones, le français est plus facile que l'anglais à apprendre, dans le fond. Ça dépend de notre point de départ. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui nous demande ou qui vous demande qu'est-ce qu'on, et j'imagine c'est un plus grand on, en termes de communauté ou de société, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui ont contribué, mais pas nécessairement comme anges gardiens qui le sont considérés, entre guillemets, dans cette catégorie-là, de recevoir la régularisation. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire, il y a des organismes qui se battent pour ça encore. Donc, je pourrais vous envoyer un lien avec ces organismes-là. Monsieur Karabossian, je vais vous l'envoyer à vous. Vous pourrez l'envoyer aux gens qui s'intéressent. Parce qu'on peut faire, il y a des campagnes encore, il y a des gens qui, encore récemment, il y avait des manifestations. Vous pouvez aller à ces manifestations, par exemple. Parfait. Il y a quelqu'un qui nous demande par rapport à des autres vagues d'immigration antérieures. Est-ce que cette vague-là a été unique et puis est-ce que le gouvernement est généralement un peu plus fermé ici au Québec, étant donné que l'immigration est une question très politisée? À cause de la différence entre le Québec et le reste du Canada en termes linguistiques et culturels? C'est une question large. Bon, la première question, est-ce que le gouvernement du Québec est plus fermé? Ça dépend. Le gouvernement actuel, oui. C'était leur plateforme électorale. Ils ont misé sur cette question-là d'une façon qui souvent était injuste et démagogique aussi. Là. On a présenté les immigrants d'une façon comme une menace. Donc oui, le gouvernement actuel, oui. Cela dit, ils ont présenté, ça fait 2 ans qu'ils sont au pouvoir, ils ont essayé de faire des réformes, par exemple, de réduire le nombre d'immigrants, et puis ils n'y arrivent pas en fait. Ils n'arrivent pas à réduire, puis ils n'arrivent pas à faire en sorte que, parce que c'est comme des vases communicants, ils voulaient avoir plus de personnes, d'immigrants, ce qu'ils appellent économiques, puis moins d'autres réunification familiale et demandeurs d'asile. Mais en bout de ligne, ils n'ont même pas réussi à diminuer vraiment le nombre d'immigrants parce que c'est déjà, ils ont juste ralenti un peu le processus. Donc, c'est pas, c'est ça. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même de la résistance, puis c'est un phénomène qui, ils sont heurtés à beaucoup de résistance. En fait, là, il aurait fallu que je me prépare parce qu'il y avait une loi, la loi 9, que le gouvernement a voulu faire adopter dès qu'il a été élu. Et ça visait justement en fait, à rendre l'immigration plus complexe. Là.
Je me souviens plus des détails, mais il y a eu des poursuites devant les tribunaux et ils ont dû reculer. Donc, ils peuvent pas, un gouvernement ne peut pas tout faire. Maintenant, est-ce que au Québec, on est généralement plus frileux face à l'immigration que les autres provinces canadiennes? Je pense que oui. Je pense que oui, pour toutes sortes de raisons sociologiques, parce qu'il y a toujours ce réflexe d'autodéfense. On est les seuls francophones en Amérique du Nord, etc. Là, sociologiquement, ça s'explique. Mais il y a eu, les gouvernements précédents, les libéraux ont été relativement quand même ouverts à l'immigration. Et donc, ça dépend des gouvernements. Il y a une espèce de, il y a un discours un peu nationaliste ou identitaire qui prend peut-être plus au Québec qu'ailleurs, mais il y a aussi des courants anti-immigration ailleurs au Canada, anti-réfugiés entre autres, là, que ce soit en Alberta ou ailleurs. Donc, c'est pas simple. Il faut pas être. J'essaie toujours de ne pas être réductrice, là, de ne pas réduire les choses à. Mais oui, il y a des réflexes d'autodéfense au Québec. Et après, ça dépend des gouvernements. Et après, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Parfait. Donc, en lien avec justement ça, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire une observation, mais un peu formulée comme une question. Donc, is there in that case a gap between, you know, what we are or what we represent ourselves as being caring and compassionate, as opposed to who we actually are, making sure that people you let in can work and be productive members of society. So, notre auto-perception, puis la réalité de ce qu'on est en tant que communauté ou société. Donc, la personne se pose la question sur ces bases-là. Et j'aimerais savoir, quand cette personne qui pose la question dit « nous », il réfère à qui? Qui est le « nous » ? Oh boy, il faudrait que c'est ça. J'imagine que la personne est J'imagine que c'est le Québec. Le Québec Oui, le ou... Québec, on parle de la société québécoise, je pense, à large, oui. Euh, oui, oui, je pense qu'il y a des... on se voit comme étant gentil. Désolé, je vais vous interrompre. Je vous interromps. La personne a rentré la précision. Elle m'a dit non en termes de Canadiens en général et non De pas Canadien. spécifiquement en termes de Québécois, oui. Mais je pense qu'en général, les Canadiens se voient comme un pays ouvert et avec des valeurs humanitaires et tout. Et je devrais peut-être aussi préciser que le Canada reste un des pays qui a accueilli proportionnellement le plus de réfugiés. Par exemple, au moment de la crise, ce qu'on a appelé la crise de réfugiés syriens, le Canada est allé en chercher beaucoup. Et le Canada a des niveaux d'immigration très élevés, beaucoup plus élevés que la plupart des pays occidentaux, là. Donc, oui, on se voit peut-être comme plus gentil qu'on l'est en réalité. Il y a des nuances, mais en même temps, si vous allez, je ne sais pas, là, vous allez voyager en France ou bon, l'Allemagne a été très accueillante en 2015 pour les réfugiés syriens aussi, mais dans beaucoup de pays. Ce qui est de particulier au Canada, c'est que on a un système de reconnaissance de droit d'asile qui fonctionne assez bien et qui est relativement généreux. Et une fois qu'on l'a passé, on peut devenir citoyen canadien rapidement, en 3 ans, et voilà, et on est un citoyen comme un autre. Alors que dans beaucoup de pays occidentaux, c'est des processus très longs et les gens ne deviennent jamais des vrais citoyens, ou peut-être leurs enfants vont le devenir. Donc ça, je pense qu'on a raison de se trouver, pour répondre à votre question, je pense qu'on a raison de trouver qu'on est relativement généreux, mais en même temps, il y a des hauts et des bas là-dedans et parfois il y a des aberrations et qu'on ne voit pas parce que c'est trop complexe, là, voilà. Parfait. Donc, je vois plus de questions sur notre tableau de questions-réponses. Écoutez, ce fut vraiment fascinant.
très intéressant, très touchant aussi. Et j'aimerais encore prendre la peine de vous remercier d'avoir accepté l'invitation. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis j'aurais vraiment aimé voir les visages des gens à qui je parle. Effectivement, même nous ici, on ne peut Je pas le sais, voir. c'est vraiment, en tout cas, cette Mais COVID nous casse les pieds, là. oui, et puis, juste pour vous laisser savoir, ça sera enregistré. Voilà, vous pouvez au moins voir Bruce. Ah, bonjour! Donc, la présentation a été enregistrée et puis nous, évidemment, on le rend disponible pour tous ceux qui n'ont pas été capables OK. de se joindre à nous live, si on veut. Et puis, les autres dans notre communauté, même dans notre public en général, vont être en mesure de la visionner en rediffusion. Avec plaisir. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Bonne Bonne journée. chance à tout le monde dans vos études. Merci bien. Bonjour.